Jesús Carlo vient donc d'insister sur les dangers et la volonté du pouvoir de sortir d'une fonction publique de carrière et les risques de politisation de la haute fonction publique qui l'accompagne. Il y a, concernant l'encadrement supérieur, une forte logique entre la formation des cadres supérieurs, en particulier dans l'État, puisque c'est l'actualité, le regroupement en un corps unique de ces cadres, la généralisation d'une logique de statut d'emploi et la gestion du corps et l'organisation du dialogue social pour gérer ce corps. Et Yann Martin, qui fait partie des instances qui animent à la fois la formation et le dialogue social pour l'encadrement supérieur, va donc nous développer ces points par rapport à ce qui est en train d'arriver dans la haute fonction publique de l'État. Je lui passe la parole. Merci Gilles. Oui, en fait, je voulais d'abord aborder la question, je crois qu'on m'avait demandé d'intervenir là-dessus, de la formation initiale au sein de la haute fonction publique de l'État. Et je voulais vous livrer, avant tout, peut-être un témoignage, dans la mesure où j'étais moi-même ancien élève de l'IRA, Institut régional d'administration, et puis j'étais ensuite élève de l'ENA. Et par la suite, au nom de la CGT, j'ai siégé pendant une demi-douzaine d'années au conseil d'administration de l'ENA jusqu'en 2021, jusqu'à sa suppression. Et à cet égard, oui, je pense, pour revenir sur ce que disait Christophe, je pense qu'en effet, c'est important de pas forcément focaliser sur l'ENA, même si évidemment aujourd'hui, on aborde la question de l'encadrement supérieur. La notion d'encadrement supérieur, elle est plutôt floue. Et on pourrait très bien mettre dans les cadres supérieurs, évidemment, des attachés principaux ou hors classe d'administration qui exercent des fonctions de chef de bureau et qui, à ce titre, ont des fonctions équivalentes à celles d'administrateurs. Il ne faut quand même pas oublier que chaque année, les concours des IRA, puisqu'il y a 5 IRA en France, portent sur 440 postes. Tandis que l'ENA, c'est 90 postes. Donc, c'est quand même 5 fois plus que l'ENA, enfin aujourd'hui l'INSP. S'agissant de l'ENA, donc devenu l'INSP, ce que je pense qu'il faut d'abord mettre en évidence, c'est que c'est un établissement public administratif qui est sous la tutelle de l'État, sous la tutelle plus étroitement de la DGAFP. Et on a beaucoup critiqué l'ENA. Et l'ENA, on la critique. Certes, elle n'est pas parfaite, mais si elle est devenue ce qu'elle a été, ce qu'elle est aujourd'hui en temps transformée en INSP, c'est parce que sa tutelle a voulu qu'il en soit ainsi. Donc, taper sur l'ENA, c'est pas forcément une bonne manière de voir les choses, surtout quand on veut nous faire croire que ce sont des gilets jaunes qui, dans leur cahier de doléances, ont demandé la suppression de l'ENA, puisque c'est comme ça que le président de la République nous a justifié la suppression de l'ENA. Je pense que les soucis des gilets jaunes, qui se poursuivent aujourd'hui, notamment en termes de pouvoir d'achat, n'étaient pas orientés prioritairement vers la suppression d'une école d'application qui forme des hauts fonctionnaires de l'État. Et on sait très bien que l'ENA joue un rôle de bouc émissaire de l'incurie des politiques publiques. Et l'ENA, d'ailleurs, ceux qui lui ont le plus tapé dessus ne sont pas forcément les administrés, c'est avant tout les pouvoirs publics qui ont, de manière assez drastique, limité la voilure depuis maintenant 10 ans. Et les IRA sont également concernés par ce phénomène, comme d'ailleurs tout établissement public. On leur a dit quoi? On leur a dit il va falloir faire mieux avec moins. Donc mieux, c'est-à-dire renforcer la diversité sociale, développer une formation initiale et continue d'excellence, avec moins, c'est-à-dire avec moins de moyens financiers, puisque en tant qu'établissement public administratif, l'ENA était avant tout financé par, et l'INSP c'est la même chose, par l'État, sa tutelle. Donc moins de moyens financiers qui ont baissé de 25% en 10 ans, moins de moyens humains qui ont baissé de 20% en 10 ans.
moins d'effectifs d'élèves, parce qu'on était aussi dans un contexte de réduction du nombre de recrutements de fonctionnaires. Donc, on est passé à 90, 80 même élèves à la fin des années 2010. Donc, une réduction de 20% du nombre d'élèves. Et puis, réduction de la scolarité. Et c'est là que ça devient le plus incohérent, parce qu'on nous explique qu'on va mieux former les hauts fonctionnaires en réduisant la durée de la scolarité. Alors, on est passé là aussi à une réduction de 25% de la durée de la scolarité. Moi, quand j'étais élève, il y a maintenant 12 ans, eh bien, j'avais une formation qui était de 27 mois, qui était la formation, la durée classique. On est passé aujourd'hui à 21 mois. Si bien que aujourd'hui, dans le format actuel de l'INSP, vous avez des élèves qui passent le concours et qui démarrent par une année de stage, stage international pendant 3 mois, et puis un stage territoire et entreprise, parce qu'évidemment, c'est important d'aller s'acculturer dans le secteur privé. C'est important d'aller chez Toshiba pour voir comment après on va pouvoir manager les agents de l'État, hein, ou chez Accenture ou autres cabinets de consultants ou grandes entreprises. Et donc, et puis vous avez une deuxième année qui réduite un peu à la portion congrue, puisque vous aviez jusqu'à présent le classement de sortie et vous aviez donc toutes ces épreuves de classement à préparer et puis toute la procédure de sortie de l'ENA, ce qui est bien que la véritable scolarité aujourd'hui à l'INSP, elle est plus que de 6 mois. 6 mois, c'est court quand même. Alors certes, on se forme pendant les stages, mais la scolarité, elle est quand même destinée à favoriser quand même un apprentissage des règles de fonctionnement de la gestion publique, de la gestion des ressources humaines, la connaissance notamment du dialogue social, et c'est important. Et tout cela en 6 mois, agrémenté par des conférences, des visites, des séminaires, des mises en situation, un accompagnement personnalisé, la préparation des preuves de classement. Tout cela est infaisable. Voilà. Et les IRA, c'est la même chose. Chacun sait que les IRA, classiquement, ont une durée de scolarité d'1 an. Elle a été divisée par 2. Maintenant, elle n'est plus que de 6 mois. 6 mois durant lesquels, d'ailleurs, on supprime le stage, puisqu'on a mis en place un système assez original, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de stage. Le véritable stage se fait dans l'administration d'accueil. Donc, on classe les élèves, hein, parce que le classement de sortie, c'est vital, et je reviendrai là-dessus, sur la base d'épreuves. Et puis à la fin, les élèves choisissent l'administration d'accueil et vont y faire un stage. Et puis si le stage se passe mal, au bout de 3 mois, on leur dit bon ben, eh ben non, on vous intègre pas. Alors vous doutez bien que 6 mois de formation totale dans les IRA, c'est nettement insuffisant. Tout le monde le sait. Hein, ça a été mis en place, je crois, il y a 2 ans maintenant. Tout le monde en est parfaitement conscient. Il était même question ces derniers temps de revenir sur cette durée de scolarité, mais le projet semble abandonné, alors que c'est évidemment incompatible avec le développement d'une formation de qualité. Voilà. Donc, face à ces atteintes successives aux moyens dont disposent ces écoles d'application, il est certain que l'ENA, en particulier, s'est retrouvée un peu dans une zone un peu grise, dans la mesure où elle a aussi été l'objet de nombreuses, de nombreuses réformes. Puisqu'avant de la supprimer, on l'a réformée quasiment à un rythme annuel. Et on a tout remis en cause. Hein. On a remis en cause, comme je viens de le dire, la durée de la scolarité, mais également les concours d'entrée, les modalités d'affectation à la sortie. Et on voit bien, parce que c'est un exemple assez révélateur de la manière dont on porte atteinte au fonctionnement des services de l'État, qu'à la faveur de ces réformes successives menées sur un mode un peu stroboscopique, eh bien, les agents qui sont chargés de les mettre en œuvre, les agents qui travaillent dans ces établissements, les élèves qui sont formés, eh bien, évidemment, ont dû en permanence s'adapter au changement. Et on sait très bien que cette logique de réforme de l'État qui consiste à changer en permanence le mode de fonctionnement, il fragilise le service public. Et donc, à partir du moment où on aboutit à un État où vraiment, eh bien, on ne sait plus trop comment on fonctionne, c'est sûr que le supprimer, j'ai un son. Vous m'entendez? J'avais un retour. D'accord. Alors, l'ENA se retrouvait un peu entre deux eaux, du coup, entre machine à former et machine à classer, puisqu'on a quand même maintenu
le classement, hein, y compris à la faveur de la création de l'INSP, parce que l'INSP n'a pas forcément révolutionné les choses. On a supprimé, certes, à la sortie, l'accès direct à certains grands corps. On a même parlé de suppression de l'accès aux grands corps. Non, c'est faux. Il y a 3 grands corps. On a supprimé l'accès à l'inspection des finances publiques. Ça, c'est un grand corps, et c'est sûr que c'est plus un corps d'ailleurs. Hein, maintenant, ça sera à l'avenir occupé par des emplois fonctionnels, mais on a gardé quand même le Conseil d'État et la Cour des comptes. Et ça, c'est une première chose. Et on s'est dit, mais du coup, puisqu'on supprime l'accès direct à un des grands corps, on va supprimer la plupart des corps de sortie ENA pour créer un corps unique. Pourquoi avoir gardé le classement de sortie? Et là aussi, je reviendrai là-dessus. On était également dans un système hybride où les élèves à la sortie continuent à être classés, mais où on leur dit qu'ils doivent quand même quelque part se vendre pour ensuite intégrer une administration, puisque bon, on n'est pas non plus dans le système de l'INET. Et d'ailleurs, ça sera très intéressant de voir ce que l'INSP va devenir à la lumière de la pratique à la sortie de l'INET. Hein, donc, c'est une comparaison utile qui pourra être faite entre fonction publique de l'État et fonction publique territoriale. Mais donc, les élèves, bien que classés, continuent à devoir se vendre donc à l'issue de leur classement dans le cadre d'une procédure d'affectation, où l'administration peut leur mettre la pression pour leur dire que, le cas échéant, ils ne sont pas forcément les bienvenus. Et puis l'ENA, c'est aussi ce système un peu hybride dans lequel on est censé former les élèves à la connaissance, à la maîtrise et à la mise en œuvre des principes du service public, tout en les orientant vers une approche très libérale, notamment par le contenu des enseignements et aussi par la promotion de l'école comme étant de la marque ENA, si vous voulez. Et la marque ENA, c'est très important, notamment pour vendre des dispositifs de formation à l'international. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose de critiquable, puisqu'évidemment, à cet égard, l'ENA bénéficiait quand même ce prestige à l'international qui était important, je pense, pour le rayonnement de la France, et qu'on a remis en cause avec la création de l'INSP. Hein, puisque personne ne connaît l'INSP, alors beaucoup à l'étranger qui ont notamment fait une formation à l'ENA, puisque l'ENA attire des élèves fonctionnaires étrangers en nombre. Eh bien, à la faveur de cette réforme, en effet, peut se poser la question de l'image de la France à l'international et de son modèle de fonction publique qu'on a remis en cause. Alors, la création de l'INSP, on l'a vu, c'est très mal passé. Pourquoi? Parce que l'annonce de l'ENA est venue un peu de manière inattendue, puisque le président de la République a tour à tour dit qu'il allait la supprimer. Ensuite, il a dit qu'il allait la réformer. On a créé des nouveaux concours. On a créé un concours docteur. On a créé un concours externe talent, qui d'ailleurs est une bonne chose. Réserver une part des candidats au concours externe, enfin des places au concours externe, à un concours parallèle ouvert uniquement aux jeunes qui sont issus, en fonction de leurs moyens financiers, et donc aux jeunes élèves boursiers pour faire court, c'est plutôt bienvenu, même si bon, ça représente une part limitée du nombre de candidats. Hein. Je crois que ça se limite à 4 candidats. Donc ça allait dans le bon sens. On s'attendait à ce que finalement, à la faveur de toutes ces réformes, on préserve l'ENA. Et puis finalement, le président de la République, brutalement, en avril dernier, annonce la suppression de l'ENA et dans la foulée, la création d'un nouvel institut. Et là, c'est aussi un exemple de la manière brutale dont le politique peut réformer l'État, puisque ça a été fait après des atermoiements, ça a été fait de manière brutale, ça a été fait dans l'improvisation, et ça a été fait dans la précipitation, puisqu'il fallait absolument que le 31 décembre, eh bien, l'ENA disparaisse. Tout cela, évidemment, dans un contexte où les dirigeants de l'école ont démissionné tour à tour, ou en tout cas sont allés voir ailleurs. Et donc, dans un contexte où, au 1er janvier 2022, donc cette année, une nouvelle promotion a débuté sa scolarité et a un peu servi de crash test dans la mise en place de cette nouvelle institut, de cette nouvelle scolarité, qui était en grande partie identique à la précédente, hein, et qui s'est traduite par une grève. Une grève qui a quand même conduit les élèves à solliciter la CGT pour que la CGT dépose un préavis de grève pour leur permettre de défendre leurs droits individuels et collectifs, puisque les élèves étaient excédés
par la manière chaotique dont se déroulait la scolarité, notamment en stage, par le montage un peu improvisé des preuves de classement qui posaient quand même des problèmes de sécurité juridique, quand même pas rien, et sachant que l'ENA a déjà vu son classement de sortie annulé une fois, d'ailleurs c'est la promotion d'Emmanuel Macron, et également par des postes proposés à la sortie de l'ENA qui étaient particulièrement dévalorisés par rapport à ce qu'un élève de l'ENA peut attendre à la sortie, c'est-à-dire un poste de cadre sup. Alors, quand on vous propose un poste d'adjoint au secrétaire général d'une autorité régionale, d'une agence régionale de santé, on peut en effet, sans véritable fonction d'encadrement, on peut en effet s'interroger sur le niveau adapté de ce type de poste. Et donc, ces élèves ont fait grève, et la CGT a été la seule organisation qui les a défendus à cet égard, et ont obtenu quand même un certain nombre de concessions, notamment s'agissant des postes proposés à la sortie. Les élèves nous disant, lorsqu'ils nous ont saisis, qu'ils s'étonnaient en même temps de voir que certains postes intéressants, notamment en service déconcentré, étaient proposés à des contractuels. Donc là, vous voyez toute la cohérence des réformes, notamment la loi du Sceau, et leur traduction, leur traduction concrète, notamment pour les jeunes, enfin jeunes et moins jeunes cadres sup de l'État. Alors, sur cette base, évidemment, la direction de l'INSP a annoncé un certain nombre de réformes, d'ailleurs qui n'ont pas à ce jour vu le jour, notamment le prolongement de la durée de la scolarité. Parce que là, une fois de plus, on se rend compte que 6 mois de scolarité, pour une scolarité, on va dire scolarité à l'école, avec une véritable formation, au-delà des stages, ce n'était pas suffisant et qu'il fallait rendre crédible la formation. Et pour l'instant, on n'a pas de traduction concrète. On a eu également des annonces qui ont été faites sur le développement du stage territoire, parce qu'on se rend bien compte que bon, le stage en entreprise n'est pas adapté. On a même supprimé le stage en administration centrale. C'est quand même embêtant, parce que la plupart des élèves de l'INSP vont être conduits à exercer, à intégrer d'ailleurs aujourd'hui, le seul corps qui subsiste, le corps d'administrateur de l'État. Et intégrer le corps d'administrateur de l'État sans avoir eu une connaissance, enfin une expérience en tant que stagiaire dans une administration centrale, c'est quand même un peu embêtant. Ou dans une administration déconcentrée, puisqu'aujourd'hui on a un stage territoire, mais qui ne se fait pas en administration déconcentrée de l'État. Enfin, à part évidemment les préfectures. Il peut se faire également en collectivité territoriale et en entreprise. Donc, il n'y a pas eu de traduction concrète pour l'instant, et c'est ce qu'on attend de la part de la tutelle, c'est de savoir comment l'INSP va évoluer en fonction notamment des annonces qui ont été faites tout récemment, puisque vous avez vu avant-hier que lors de la présentation par le ministre de la fonction publique de la réforme de la haute fonction publique, ou de la poursuite de la réforme de la haute fonction publique, eh bien, on nous a annoncé de nouvelles mesures concernant la formation initiale, donc l'INSP, et on nous a notamment annoncé la suppression du classement de sortie. Et ça, moi, enfin, à titre personnel, et c'est la disposition que la CGT a tenue depuis plusieurs années, même si elle a fait l'objet d'un débat en interne sur le classement de sortie, est-ce que c'est le pire de tous les systèmes à l'exception de tous les autres? Le classement de sortie, pour moi, est incompatible avec une école d'application. Pourquoi? Parce que, alors certes, l'ENA a été créée pour mettre fin au recrutement ministériel plus ou moins objectif qui se faisait jusqu'en 1945. Donc ça partait d'une bonne intention, puisque quand même, il fallait à un moment se mettre en cohérence avec l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui prévoit quand même qu'on recrute les fonctionnaires, enfin les agents publics en fonction de leur capacité, de leur vertu, enfin de leur mérite et de leur talent. Donc le concours, c'était la meilleure des choses. Et dès lors que, évidemment, on offrait aux élèves de l'ENA, à la sortie de l'ENA, la possibilité d'accéder à des corps plus ou moins prestigieux, il fallait bien trouver un moyen de les sélectionner. Donc le classement était la meilleure des solutions. Alors, ce classement de sortie, on ne l'a pas supprimé à la faveur de la création du corps des administrateurs de l'État. Déjà, il y a 1 an et demi, on se demande pourquoi, mais en fait, on a très vite compris que dès lors qu'on gardait un accès au Conseil d'État et à la Cour des comptes, même si cet accès n'est plus direct, puisqu'il se fait au bout de 2 ans à la sortie de l'INSP, eh bien, il fallait bien trouver un moyen au bout de 2 ans pour ces grands corps de recruter les meilleurs. Parce que vous dites bien que ces grands corps, en particulier le Conseil d'État, que je connais bien, parce que je suis, pour ma part, magistrat administratif, eh bien, le Conseil d'État se nourrit de ces jeunes talents
qui viennent stimuler les plus anciens membres du Conseil d'État, stimuler intellectuellement, dans la mise en œuvre de leur mission de conseil et juridictionnelle. Et donc, ces grands corps sont très attachés au maintien du classement. Parce que quand bien même l'accès ne se fait plus directement, au bout de 2 ans, on sait très bien que ce classement de sortie, tout le monde le connaît, et que c'est le moyen de sélectionner ceux qui étaient les mieux classés, ceux qu'on appelait, qui faisaient partie de la botte. Or, maintenant, on supprime ce classement de sortie. En tout cas, on nous l'a annoncé avant-hier. Donc, je pense que c'est l'occasion de s'interroger sur la manière dont on va pouvoir garantir un accès neutre, impartial, au corps d'administrateurs de l'État, et derrière, comment fabriquer un parcours professionnel. Parce que le classement de sortie, d'abord, c'est une ineptie pour moi, parce que tous ceux qui ont fait des écoles, IRA, ENA ou autres, et qui se retrouvent confrontés à une sorte de concurrence avec d'autres élèves avec lesquels ils ont passé un concours, et le concours est déjà suffisant en soi pour quand même sélectionner des gens. Se retrouver ensuite, pendant une scolarité, en compétition avec des camarades, c'est quelque chose de totalement contre-productif. Ça vient vicier la qualité de la formation. Et en plus, par cette mise en concurrence, ça crée un esprit de compétition tout au long de la carrière. Parce que quelque part, c'est une course de petits pois. Donc, je pense que le classement de sortie, c'est quelque chose de malsain qui est inadapté à la fonction publique de l'État, à la fonction publique de carrière, qui est inadapté au service public. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, la question, c'est de savoir comment on garantit quelque chose d'impartial. Alors, comme je vous le disais, il y a aujourd'hui, déjà, l'INSP, la procédure de sortie, elle repose déjà sur la recherche d'un appariement. Pour intégrer un corps d'administrateurs de l'État, enfin le corps d'administrateurs de l'État, on choisit un ministère. Et comme je vous le disais, si vous voulez intégrer le ministère de l'Intérieur et devenir sous-préfet, en commençant par un poste de directeur de cabinet, quand bien même vous terminez bien classé, si le ministère de l'Intérieur ne veut pas de vous, il vous le fait comprendre. Et même si les élèves, en théorie, ont leur dernier mot, ils s'abstiendront d'aller travailler au ministère de l'Intérieur si on leur indique que vous n'avez pas le profil. Voilà. Donc, c'est très contestable, parce qu'évidemment, il faut s'interroger sur les raisons qui justifient qu'une administration refuse qu'un élève rejoigne cette administration, alors qu'il a passé un concours, il s'est formé pendant 2 ans. Mais c'est quand même assez éclairant. D'autant que, à la faveur de la réforme annoncée mercredi, on nous a dit, mais il va y avoir une commission indépendante qui va veiller au bon déroulement des opérations d'affectation. Elle existe déjà, cette commission. Elle a été présidée pendant plusieurs années par Paul Penny, qui chaque année, en conseil d'administration de l'ENA, venait nous expliquer que globalement, le dispositif était de plus en plus perfectionné, que les conditions de sélection étaient globalement respectées, même si chaque année, on entendait les mêmes mauvaises pratiques, émanant d'ailleurs souvent des mêmes administrations. Mon regard tournera notamment vers Bercy, dans lequel certains élèves pouvaient déplorer une forme de sexisme ou une discrimination liée à l'âge. C'est vrai que peut-être que dans une direction comme la direction du budget, on préfère peut-être recruter de jeunes hommes, pour des raisons liées peut-être au fait que les femmes, évidemment, peuvent avoir des interruptions de carrière légitimes, et qu'on a besoin de hauts fonctionnaires jeunes, compétents, disponibles. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des menaces. C'est pour ça que, d'ailleurs, la réforme annoncée indique la création de cette commission indépendante. C'est qu'on voit bien que la menace n'est pas totalement levée. Donc ça, c'est la première réserve que j'aurais, évidemment, ou la première vigilance que nous devrons avoir par rapport à la suppression du classement de sortie, c'est de s'assurer qu'on ne bascule pas dans ce que disait Gilles, ce système des dépouilles, ce spoil system, dans lequel on pourrait tenir de critères très subjectifs, tels que le genre, l'âge, le réseau, l'orientation politique. Ça appelle véritablement une vigilance. Je pense que derrière, le principal enjeu, je terminerai là-dessus, c'est la nécessité de s'interroger sur la manière dont, notamment le Conseil d'État, la Cour des comptes,
qui demeurent des grands corps, mais qui, à la faveur de la suppression du classement, ne vont plus pouvoir recruter en fonction du classement, justement, eh bien, voir comment on accède à ces grands corps. Voir comment derrière, on fait en sorte que ce n'est pas au bout de 2 ans, où vous savez qu'à la sortie de l'ENA, on pouvait intégrer le Conseil d'État, l'IGF, ou l'IGA, l'IGAS. Et la France est à cet égard un des rares systèmes au monde dans lequel, à 25 ans, on devient une sorte de demi-dieu de la fonction publique, dans lequel on bénéficie eh bien de cette rente de situation, pour reprendre la formule du président de la République, alors qu'on sait bien que dans une fonction publique de l'État bien organisée, offrant des parcours professionnels stimulants pour les agents qui démarrent leur carrière, on s'attend plutôt à ce que ça soit dans une deuxième partie de carrière, au minimum au bout de 8 ans ou 10 ans d'expérience, qu'on puisse éventuellement aspirer à rejoindre une juridiction suprême, rejoindre un corps d'inspection générale, et non pas à la sortie de l'école ou au bout de 2 ans. Donc, j'espère qu'à la faveur de la suppression du classement de sortie, on va revoir cette logique. Mais cette logique, évidemment, ne doit pas conduire à ce que, on fasse pour le Conseil d'État ou la Cour des comptes la même chose qu'on est en train de faire pour l'IGF, à savoir qu'aujourd'hui, à la faveur de la réforme de l'encadrement supérieur, l'ensemble des corps, enfin plutôt des emplois dans les fonctions, notamment d'inspection générale, se fait sur des emplois fonctionnels. Puisque là, on bascule dans une autre fonction publique, comme vous l'avez tous indiqué tout à l'heure. On voit bien le danger que ça représente dans la mesure où ces juridictions, dans la mesure où ces inspections générales n'ont pas de raison d'être occupées par des emplois fonctionnels. On a besoin de fonctionnaires expérimentés, comme je le disais, de fonctionnaires de qualité, et évidemment, la sélection doit se faire en mérite, mais également de fonctionnaires qui fournissent un certain nombre de garanties d'indépendance. Alors, évidemment, un inspecteur général n'est pas indépendant du ministre, hein. Ce n'est pas un magistrat, mais un minimum quand même, hein. Et je pense que, et tout le monde on sera tous d'accord là-dessus, que l'appartenance à un corps, et non pas un emploi fonctionnel, est quand même une garantie d'indépendance, au sens où le rapport que le ministre va demander à un inspecteur général, il doit lui fournir toutes les preuves possibles d'une approche impartiale d'une politique publique. Et à partir du moment où vous recrutez sur un emploi fonctionnel pour une durée de 2 ans ou 4 ans un haut fonctionnaire, et vous lui adressez une lettre de mission, vous vous doutez bien que si le haut fonctionnaire veut poursuivre l'aventure au sein de cet emploi fonctionnel, il a plutôt intérêt à dire des choses qui plaisent au ministre. Donc là-dessus, on peut quand même estimer qu'il y a une véritable menace. Et cette menace frappe également les juridictions, puisque d'ailleurs le Conseil d'État lui-même l'a jugé, et ça c'est particulièrement inquiétant, c'est qu'on sait aujourd'hui que même pour exercer des fonctions de magistrat, donc des fonctions juridictionnelles, notamment dans les juridictions financières, ça a été jugé l'an dernier par le Conseil d'État, on peut recruter des contractuels. Vous voyez quand même que l'évolution de cette fonction publique, qui s'ouvre de plus en plus aux contractuels, qui s'ouvre de plus en plus également à la promotion interne. Alors, je ne veux pas stigmatiser la promotion interne, mais je pense que ça a été annoncé avant-hier. On nous a dit le recrutement par concours des hauts fonctionnaires sera fait à parité avec le recrutement par le tour extérieur, c'est-à-dire par la promotion interne. Moi, j'y vois un danger. Le concours, c'est une garantie, justement, d'impartialité dans le recrutement. Et on sait que jusqu'à présent, la règle, c'est les Tourex, c'est-à-dire les administrateurs civils, donc de l'État aujourd'hui, recrutés au Tourex, c'est 70% maximum des administrateurs, enfin des élèves de l'INSP recrutés sur concours interne. Si on met en place un système de parité, on voit bien qu'on est en train de progressivement de basculer vers un autre régime de recrutement, parce que le tour extérieur offre quand même beaucoup moins de garanties de neutralité. Parce que des agents publics qui passent un concours interne, eux, ne doivent leur succès qu'à eux-mêmes, et évidemment à la qualité du travail et l'expérience qu'ils ont accumulée dans la fonction publique pendant au moins 4 ans. Mais par le tour extérieur, c'est quand même une autre histoire. Vous êtes sélectionné sur dossier, sur appréciation de votre supérieur hiérarchique. Donc, c'est plus trop la même fonction publique. Alors, si par-dessus le marché, on ajoute le recrutement direct de contractuels, on bascule sur autre chose. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui était la première question qui m'était posée, en espérant ne pas avoir été trop long. Je t'ai vu, Jésus De Carlo, opiner du bonnet aux dernières interventions de Yann. Est-ce que tu pourrais
développer ton opinage de bonnet. Oui, alors, les enjeux sur les sélections et le renouvellement des cadres supérieurs dans les administrations, on l'a vécu à la territoriale. Puisque aujourd'hui, depuis les années 86, on est passé d'une fonction publique de carrière avec un classement à un recrutement. Donc, c'est plus le concours qui permettait d'accéder aux emplois de fonctionnaires, mais le recrutement des employeurs publics, un entretien professionnel. Il semblerait qu'à l'INSP, on aille vers cette voie-là, avec tous les travers que nous, on a vécu et qu'on continue à vivre dans la territoriale, c'est-à-dire que les cadres de direction sont des emplois fonctionnels, sont des fonctionnaires d'avant la loi du SOT, puisque la loi du SOT permet de recruter maintenant des cadres de chez Total, Vinci, etc. On n'en a pas encore d'arrivée pour le moment, mais ça risque d'arriver. Mais c'était des fonctionnaires. Donc, qu'ils soient attachés, qu'ils soient administrateurs, qu'ils soient directeurs de services techniques, voilà, ils s'allaient sur un emploi fonctionnel, ils ont un statut particulier dans la loi du 26 janvier 84, parce que c'est pareil, on a, dans le contexte, on a ici l'affaiblissement de la norme juridique avec l'abrogation du statut et la transformation en code général de la fonction publique. Donc, c'est fait exprès. Donc, pour le coup, cet aspect-là, dans le concours ne permet plus d'accéder avec certitude à être stagiairisé et à titulariser. Donc, pour le coup, ça pose la question quand même de l'investissement de l'État, de manière générale, et des collectivités sur le fonctionnariat. C'est la remise en cause du fonctionnariat, l'accès au recrutement par l'entretien professionnel avec l'employeur. Ce qui posait peut-être de difficultés avant, c'est le choix par l'employeur du fonctionnaire. Et si ça ne correspond pas, pour un certain nombre de raisons, comment ce fonctionnaire retrouve un employeur? Et ça, pour le coup, l'ENA ou l'INSP va être confronté à ça. Nous, on a travaillé là-dessus en 2018, même avant, à partir de 2002, dans notre fédération. Et on s'est dit que le classement était intéressant parce que ça permettait d'avoir une priorité sur des propositions d'emploi, quel que soit le niveau d'ailleurs dans la fonction publique, qu'on soit catégorie A, B ou C. Il faisait ses preuves en postulant sur un emploi qui était vacant. Le maire n'avait pas le choix, parce que je pense que c'est pour nous une réalité plus importante que les présidents de conseils départementaux ou régionaux ou les EPCI. Pas de choix sur le recrutement, obligé de le prendre. Voilà. Et puis, pour le coup, si ça ne donne pas satisfaction, c'est aussi une question d'évaluation du travail. Il fallait trouver un système de reclassement de ces fonctionnaires ailleurs. Voilà. Donc, nous, on considérait qu'à partir du moment où on est sur une liste d'aptitudes, parce qu'on a tous réussi un concours, on ne peut prendre que les contractuels que si la liste d'aptitudes est épuisée. Or, aujourd'hui, un certain nombre de dispositions de la loi du SOP permet non seulement de prendre des contractuels, même quand la liste, alors c'était ça avant, la liste d'aptitudes n'est pas épuisée, mais pire que ça, un contractuel qui passe le concours n'est pas forcément titularisé, alors qu'avant, il y avait un texte qui permettait de titulariser directement les contractuels qui passaient les concours. Donc, je pense que voilà, les administrations, avec la suppression du classement de sortie, vont être confrontées à un recrutement à la tête du client. Donc, le clientélisme risque d'être plus fort. L'enjeu sur les réseaux risque aussi d'être un risque important, donc le risque de collusion, de corruption, etc. Voilà, et donc c'est ça qui me faisait sourire, c'est que l'emploi fonctionnel existe bien dans la territoriale, il a même été encadré, donc pour le coup, il faudra peut-être qu'en tant que CGT, on regarde ce qui se passe à la territoriale pour peut-être avoir des principes de cadrage là-dessus, tant qu'on n'arrivera pas à changer ou à créer un statut modifié, renforcé sur ces aspects-là. Parce que ces questions-là, il faut qu'on ait une logique collective et interversant pour renforcer nos statuts. Voilà, c'est la réflexion que je me faisais. Et puis aussi, nous, dans la territoriale, ça fait écho à la baisse du temps de scolarité l'ENA. Nous, en 2010, avec la loi Hortefeux, ils ont baissé les 6 mois de formation initiale à 5 jours pour l'ensemble de la catégorie A. Par contre,
les administrateurs, les conservateurs et les ingénieurs-chefs à l'INET, ils ont gardé leur scolarité 18 mois. Donc nous, on est pour une unité et un statut d'élève élargi à tous les corps, cadres d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on est sur des besoins publics qui doivent être anticipés. Et donc, c'est comme pour aujourd'hui, hein, l'éducation nationale, quand on voit que maintenant les directeurs recrutent sur le bon coin, et qu'il suffit d'avoir 5 jours de formation, voire aucun jour de formation pour devenir instituteur dans une école en maternelle ou en élémentaire, avec juste un bac plus 5, ça fait froid dans le dos. Donc, c'est bien ça qui est cassé, c'est la logique, tu l'as dit, d'école d'application qui forme sur la durée et qui assure une continuité puisque on ne devient pas fonctionnaire comme ça et qu'il faut, moi je me rappelle de ma formation, de mes cultures territoriales au CNFPT et à l'INET, avec des universitaires, avec des approches systémiques et pas un cursus fondé sur le New Public Management uniquement. Puisque c'est ça aujourd'hui qui a pris toute la place dans la formation initiale. On voit des administrateurs territoriaux, donc c'est quand même un vrai problème. Christophe, tu souhaites rebondir sur les propos de nos deux intervenants? Oui, tout d'abord, dans ma première intervention, j'ai souligné que, me semble-t-il, il y a un enjeu en termes de mission sur les questions donc internationales et européennes. Je crois, Yann, avoir entendu quelques mots de ta part là-dessus. Moi, je pense que c'est une question fondamentale quand on s'intéresse donc à la haute fonction publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel peut être l'apport de la CGT sur ce qu'a à faire la haute fonction publique sur ces questions internationales et européennes? Parce que je pense qu'on ne peut plus penser la question donc des services publics et des politiques publiques uniquement à l'échelle de notre hexagone, même si je reviendrai plus tard sur l'intervention de Jéju, sur dimension territoriale, et donc je redirai quelques mots sur dimension nationale, et pourquoi d'ailleurs nous, au sein de la CGT, on n'oppose absolument pas ces dimensions nationales et territoriales. Mais moi, je pense qu'il y a là un véritable enjeu, et ça m'intéresserait, donc si vous en étiez d'accord, de vous entendre là-dessus. Il me semble que dans l'histoire donc de la juridiction administrative, au lendemain notamment de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des arrêts du Conseil d'État extrêmement importants sur le fait que l'on ne saurait interdire l'accès à la fonction publique à des personnes qui avaient tel type d'engagement politique. Il y a des arrêts extrêmement célèbres de son point de vue. Et quand j'écoute les interventions donc, de Jéju et de Yann, ça me renforce dans cette préoccupation que nous avons in fine là, par des faits d'entrée différentes mais extrêmement convergentes soulevées. Ça me renforce dans cette préoccupation. En gros, la construction d'une fonction publique et d'une haute fonction publique qui, je vais le dire comme ça, ne serait plus fondée sur la mise en œuvre et le respect de grands principes. Et à ce stade de notre discussion, j'ai envie quand même de rappeler, me semble-t-il, un certain nombre de principes fondamentaux. Il y a le principe d'égalité, qui me semble être un principe clé au sein donc de notre société. Il y a le principe donc d'indépendance. Et en fait, quand on regarde, me semble-t-il, et la loi du SOT et la réforme initiée au titre de la haute fonction publique, ce principe-là, il est fondamentalement attaqué. Et donc, c'est bel et bien une transformation profonde de la conception même de ce que doit être donc la fonction publique. Et il y a le principe de neutralité. Et donc,
je suis passionné par vos interventions, puisqu'il me semble qu'elles montrent à quel point c'est ce qui est en train de se jouer, mais in fine, donc sur une longue période, s'agissant donc de la conception même et de l'évolution même de la fonction publique, donc au sein donc, de la société française. Peut-être 2 points, je ne suis pas suffisamment donc, au fait de la réalité, je dirais, telle qu'elle se présente à nous, mais ça m'intéresserait de vous entendre sur, in fine, est-ce que nous avons une fonction publique qui permet notamment aux femmes d'accéder à des responsabilités de très haut niveau au sein de la fonction publique? Car il me semble, moi, que ça reste un problème clé au sein de la société française et plus particulièrement dans la fonction publique, mais aussi potentiellement dans la haute fonction publique, c'est-à-dire un réel accès pour les femmes aux responsabilités les plus grandes. Et je vais un peu plus loin, tout est important, mais on sait bien qu'il y a des choses peut-être extrêmement structurantes quand on parle, par exemple, du Conseil d'État, des inspections générales, etc., etc. Est-ce que quand bien même elles accèdent à des responsabilités, il ne serait pas inintéressant de constater qu'elles accèdent à un certain type de responsabilité et pas forcément donc à toutes les responsabilités possibles et ouvertes dans la fonction publique. Enfin, la CGT fonction publique, alors on est vraiment à la frontière de notre discussion, elle a initié une campagne qui s'appelle la campagne des 10%. Et ce que vous dites sur la question de l'enjeu de la formation, la durée de la formation, les contenus de la formation, si je ne déforme pas ta pensée, Jésus, la nécessité d'avoir des troncs communs pensés de façon interversante, mais aussi ensuite les formations, je vais peut-être dire spécialisées au service de culture professionnelle dont nous avons toujours et encore donc besoin, je trouve que ça fait véritablement écho à cette campagne. Puisque là, forcément, nous, le 10%, c'est le 10% du temps de travail qui doit être alloué à des possibilités donc, de formation continue. Mais ce que vous dites, ça fait aussi référence à une bataille qu'il nous faut mener d'arrache-pied, c'est le droit à la formation initiale, le temps de la formation donc initiale, les contenus de la formation initiale. Et je rappelle que quand on s'intéresse aux différents titres constitutifs du statut général des fonctionnaires, je pense, Jésus, que c'est à ça que tu faisais référence. Dans une première approche, il y a tout ce qui relève d'une logique d'unification du statut. Et c'est peut-être une des pistes sur laquelle notre discussion peut être extrêmement utile, hein, c'est la CGT en lien avec donc les membres de l'encadrement et du haut encadrement. Est-ce qu'elle est en mesure d'être porteur, j'essaierai de faire d'autres propositions dans les conclusions, d'une proposition extrêmement ambitieuse sur cette question? Merci.